Omaha Beach. No hace falta decir mucho más para presentar a la que es sin duda la playa más conocida del desembarco. Hoy, guripas, recorreremos la playa de este a oeste para comprender por qué pasó la historia como Omaha la Sangrienta. Los aliados codificaron con el nombre en clave de Omaha la costa de 3 municipios: Colville, Saint Laurent y Beerville. Sus 8 kilómetros de arena eran propicios para un desembarco, y conscientes de ello, los alemanes redoblaron los esfuerzos para fortificar este área. El objetivo aliado aquí era controlar la costa, uniendo las playas de Omaha y Gold, y establecer contacto en el oeste con las tropas provenientes de Utah Beach. Hoy, de cómo se desarrolló el desembarco, nos hablará François, para quien Omaha Beach es como su segundo hogar. ¿Qué vistas, François? Ah oui, c'est une belle vue, c'est le plus beau point de vue sur Omaha Beach. Et tu vois, la grande différence d'Omaha Beach par rapport à Utah Beach, c'est que Utah Beach, c'est pratiquement plat au même niveau, alors qu'ici, on est à 60 mètres d'altitude. Et quand tu es à 60 mètres d'altitude, tu as une meilleure visibilité, un meilleur point de vue pour tirer. Tu domines complètement. Et il faut imaginer que le 6 juin, la mer était encore plus basse qu'actuellement, et qu'ils ont donc débarqué, ils sont 400 mètres à courir sur la plage en se faisant tirer dessus, avec des trous d'eau, avec des bancs de sable, avec des baïnes. Ensuite, il a fallu qu'ils escaladent un muret de galets. Ensuite, tu as la dune. Sur la dune, tu as des barbelés. Ensuite, tu as le champ de mine. Ensuite, tu as les marais. Et enfin, tu escalades la falaise. Donc, tu t'imagines la difficulté qu'ils ont eue. Sí, la verdad es que sí. Y además están los alemanes. Oui, bien sûr, il y a les Allemands. Tu as 12 points fortifiés, avec en moyenne entre 30 et 60 soldats. Donc ça fait qu'en première ligne sur Omaha Beach, tu as environ 700 à 800 soldats allemands qui ont tenu tête pendant plusieurs heures à des milliers d'Américains, puisque une division, et ici tu as 2 divisions qui ont débarqué, la première et la 29e, ce qui représente environ 30 000 hommes. Donc 700 hommes contre 30 000. Et pourtant, ils ont tenu. Et ça, c'est fait dû à la caractéristique d'ici, c'est-à-dire qu'on domine complètement. Tous les blocos, comme on voit ici, sont enterrés, donc on ne les voit pas d'en bas, et ils dominaient complètement la situation. ¿Y el bombardeo aliado previo no hizo lo que tenía que hacer aquí? Alors, le bombardement, il y avait 2 bombardements juste avant le débarquement. Un bombardement naval qui a tiré trop court, c'est tombé dans la mer, et donc il y avait plus de trous dans la mer. Ils pensaient taper sur la plage pour avoir des trous de bombes pour qu'ils puissent se protéger, ça n'a pas du tout fonctionné, la plage elle était plate. Et le bombardement aérien avec les nuages, parce que c'était nuageux, c'était un peu comme aujourd'hui si tu veux, avec plus de vagues. Et le bombardement aérien, ils ont tiré les premières bombes à 7 km dans l'arrière-pays. Donc ils ont arrêté tout de suite parce que c'était inopérant. Donc tous les blocos et ici étaient pratiquement intacts quand les Américains ont débarqué. Alors si tu veux, on peut aller sur la plage et on verra ce que eux, les Américains, ils ont vu quand ils sont arrivés, c'est-à-dire qu'ils avaient tout dominé et qu'ils n'avaient rien pour se protéger. Pues vamos. ¿On y va? Oui. Según el plan americano, Omaha se dividía en 4 grandes sectores: Charlie, Dog, Easy y Fox, subdivididos a su vez por colores. Cada una de las 2 mitades de la playa sería responsabilidad de un equipo de ataque. En el este encabezaba el desembarco la primera división de infantería, conocida como la Big Red One. No es fácil, caminar sobre estas piedras. Ah non, mais ça, oui, tu dis des pierres, mais en fait, en français, on appelle ça des galets. Et sur la plage d'Omaha Beach, tu avais une laisse de galets comme ça, comme tu peux voir ici. Elle reste à peu près dans le même état qu'en 44. Et les soldats pouvaient se protéger sur les galets. Mais les galets faisaient pratiquement les 8 km de plage. Et c'était énorme. Maintenant, il n'y en a presque plus, parce que les Allemands en ont utilisé. Les Américains en ont utilisé aussi pour faire les routes. Donc ça a été pillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça fait que maintenant, il n'y en a plus pratiquement plus sur Saint-Laurent et Beerville. C'est vraiment ici à Colville où il reste en état comme c'était avant. Y ahora estamos junto a donde estábamos antes. En haut, on était niveau allemand, on dominait complètement la plage, on était à 60 mètres d'altitude. Maintenant ici, on est au niveau 0 et on voit que les Américains, ils n'avaient rien pour se protéger. Quand tu regardes autour, tu n'as rien, c'est plat, tu as juste les galets un peu pour te protéger. Et encore, pas tout à fait protégé parce que dans tous les points fortifiés tu avais des mortiers et les mortiers quand ils tombaient sur les galets, ils expédiaient les galets et tu mourais à cause d'un galet, soit tu le prenais dans la tête, soit tu avais un éclat qui te transperçait et tu mourais avec les galets. Donc c'était un piège aussi pour les Américains d'être sur les galets. De plus, les véhicules qui avaient débarqué ne peuvent pas rouler sur les galets.
Donc c'était aussi un gros problème. Donc à midi, la mer était haute et ils étaient tous accumulés sur la laisse de galets. Et ils ont profité un peu d'une accalmie pour justement les blesser. Comme ça, la mer descendait, on voit les falaises et ils ont fait là leur premier poste de secours. Esto es lo que ocurría a la altura de Colville. Ahora, dirijámonos al otro extremo de la playa, a Vierville. El peso del desembarco en la mitad occidental recayó en la 29 División de Infantería, reforzada por los Rangers, cuyo objetivo, en principio, era reforzar la toma de la batería alemana de Pointe-Digoc. Aquí desde la arena, que estamos ahora mismo en Dock White, se entiende muy bien lo que se encontraban los soldados cuando desembarcaban. Oui, alors ici, avant, tu avais sur toute la longueur de la plage environ une centaine de maisons. C'était des maisons de vacances, c'était des colonies de vacances, c'était des hôtels, c'était des restaurants. Et les Allemands ont rasé les 3/4 des maisons qui étaient vraiment au bord de la route, les gênaient dans leur champ de tir, donc ils les ont rasées. Par contre, les maisons qui étaient le long de la falaise, elles sont restées pratiquement intactes parce qu'elles ont été occupées, par exemple la nôtre a été occupée de 40 à 43 par les Allemands, et après ils ont commencé à les détruire par l'intérieur pour faire des tranchées dans la falaise au-dessus de la maison. Y esa casa es de las pocas que quedan. Ah bah alors cette maison est d'autant plus importante pour moi que c'est une maison de famille que mon arrière-grand-père a fait construire en 1906 et les Américains ont débarqué juste devant la maison comme le prouve cette photo et donc pour moi elle est très importante parce que c'est une des 2 seules maisons qui restent sur les 8 km de plage. Toutes les autres maisons datent des années 50, 60 et après, sauf la nôtre et celle de Hardelais qui est un peu plus loin qui a un toit rouge. En el momento del desembarco, el sector de Omaha Beach estaba defendido por la 352 División de Infantería alemana, aunque los aliados creían que en su lugar se enfrentarían a una división más débil, la 716. En realidad, la 352 llevaba ya 2 meses y medio destinada aquí, y este error de información por parte de los aliados también subestimó el número de defensores, el triple de lo esperado, que además se encontraban bien parapetados tras una cantidad enorme de fortificaciones. Alors ici, tu vois, nous sommes au WN65, puisque chaque point fortifié a un numéro. C'est un des blocos des plus connus sur Omaha Beach, parce qu'il a fait beaucoup de dégâts au moment du débarquement, parce qu'il faut imaginer évidemment qu'il n'y avait aucune végétation. Et ça, par exemple, c'est une casemate 667. C'est le modèle type pour ce genre de canon de 50 mm. A más de uno le llamará la atención que el cañón realmente no está mirando hacia el mar. Effectivement, la plupart des blocos à partir d'ici, de Saint-Laurent et de Vierville sont orientés vers l'est et ceux qui sont à Colville sont orientés vers l'ouest. Et donc en faisant un tir croisé, c'était beaucoup plus meurtrier. Et donc c'est pour ça que toutes les embrasures sont parallèles à la plage et que tu as un gros mur de flanquement et en principe aussi une butte de terre pour protéger justement les canons des tirs directs de la mer. Et ici, c'est un des blocos les plus connus de la plage. C'est un blocos qui est souvent filmé, que tu vois dans tous les livres, que tu vois sur tous les sites internet, que tu vois dans tous les films. C'est un des premiers qui a été pris et qui a permis l'évacuation de la plage après le débarquement lui-même. Parce que c'est pas le tout de débarquer des hommes et du matériel. Après, il faut l'évacuer et rentrer dans les terres. Et donc, le WN65 a été pris entre 9h30 et 10h du matin. Et à 10h30, les premiers véhicules pouvaient commencer à monter sur la falaise et à évacuer la plage. Ici, on se retrouve sur le WN62, qui est le dernier point de résistance allemand qui a été pris le 6 juin à l'après-midi. Il a été pris à 15h30. Donc plus de 6 heures après qu'ils aient débarqué, puisqu'ils ont débarqué à 6h30 du matin. Et ici, c'était le point qui était le plus meurtrier, aussi bien pour les Allemands, parce que le matin, ils avaient environ une 60aine d'hommes. À 3h30, quand le point fortifié a été pris, il ne restait plus que 3 de vivants. Et c'était très meurtrier pour les Américains, parce que c'est pratiquement ici qu'il y a eu le plus de morts sur la plage, dû à la configuration du terrain. Et du reste, avant la plage s'appelait la plage d'Or, maintenant ça s'appelle Omaha Beach la sanglante, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Les Américains, ils ont perdu plus de 3500 soldats qui ont été morts, blessés ou disparus. Et le total des morts américains, c'est le total des 3 plages anglaises, des 2 plages anglaises et de la plage canadienne. Como hemos podido ver hoy, a pesar de la ineficacia del bombardeo aéreo y naval previos al desembarco, de los errores de información referentes al enemigo y al gran número de bajas durante las primeras horas, las tropas americanas lograrían abrir pequeñas brechas en las defensas alemanas. Al finalizar la jornada, dominaban la playa, pero seguían expuestos al fuego alemán. A partir de aquí,
el avance resultaría lento y se tardaría 2 días en alcanzar los objetivos planificados para el día D. Bueno, ahora toca decir hasta luego. Muchas gracias, François. Hemos aprovechado muy bien esta visita. Eh ben je t'en prie, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, il faudra en revenir, hein, on faut faire d'autres épisodes. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, Guripas, hasta el próximo capítulo.